parler cette année de ce que l'on pourrait décrire comme une révolution symbolique réussie, celle qui a été inaugurée par Manet avec l'intention de rendre intelligible à la fois la révolution elle-même, dans ce qu'elle a de particulier, les œuvres, je ne peux rien. Les œuvres qui ont suscité cette révolution et de façon plus générale, je voudrais essayer de rendre intelligible l'idée même de révolution symbolique. Alors, pourquoi les révolutions symboliques sont-elles difficiles, particulièrement difficiles à comprendre, surtout lorsqu'elles sont réussies, parce que le plus difficile est de comprendre cela même qu'il s'agit de comprendre et qui semble aller de soi dans la mesure où la révolution symbolique a produit les structures à travers lesquelles nous l'apercevons. Autrement dit, à la façon des grandes révolutions religieuses, une révolution symbolique bouleverse des structures cognitives et parfois, dans une certaine mesure, des structures sociales et impose, dans la mesure où elle est réussie, de nouvelles structures cognitives qui, du fait qu'elles se généralisent, qu'elles se diffusent, qu'elles habitent finalement l'ensemble des sujets percevants d'un univers social, deviennent imperceptibles. Autrement dit, du fait que c'est de cette révolution symbolique réussie de la vision du monde, de la représentation du monde que sont nées nos catégories de perception et d'appréciation, celles que nous employons ordinairement pour comprendre les représentations du monde et le monde lui-même, la représentation du monde qui est issue de cette révolution est devenue évidente. Si évidente que le scandale suscité par les œuvres de Manet est lui-même objet d'étonnement, sinon de scandale. Autrement dit, on a une sorte de renversement, et ce que je vous annonce là de manière abstraite, j'essaierai de vous le rendre sensible, et ce n'est pas si facile que ça en a l'air au cours de ce premier cours. Ce renversement du pour au contre est ce qui interdit d'apercevoir et de comprendre le travail de conversion collective, et j'emploie à dessein le mot de conversion qui est connoté religieusement, donc ce qui interdit de voir et de comprendre le travail de conversion collective qui a été nécessaire pour créer le monde nouveau dont notre œil lui-même est le produit. Évidemment, quand j'emploie le mot œil, je l'emploie au sens d'organe socialement construit, comme par exemple Baxandal dans son très beau livre L'œil du Quattrocento, que vous pouvez trouver chez Gallimard, dans lequel Baxandal essaie d'analyser la genèse sociale d'un œil historique, d'un système de catégories de perception incorporées, comme l'œil du Quattrocento. Donc, ce travail de conversion que je voudrais essayer d'analyser ici ne peut être compris qu'au prix d'une conversion du regard que nous portons sur notre propre regard, ou plus précisément, il ne peut être compris qu'en essayant, grâce à un travail visant à débanaliser la révolution dont notre regard est le produit, en débanalisant tout ce que ça réussit à rendre banal, c'est-à-dire les structures objectives et incorporées
qu'elle a imposées, à commencer par celle de notre vision elle-même. J'emploie à dessein le vocabulaire de la banalisation et de la débanalisation, qui est une façon de traduire le langage de l'estrangement des formalistes russes et de réconcilier en passant deux traditions très éloignées, la tradition des formalistes russes et la tradition weberienne, Max Weber insistant sur ce qu'il appelle la routinisation ou la banalisation du charisme. Une révolution symbolique est une révolution charismatique, typique, comme les révolutions des grands fondateurs de religion. C'est une révolution charismatique qui s'impose au cerveau, disons, qui s'impose sous forme de structure mentale et qui, de ce fait, tente à se routiniser, tente à devenir banal et à banaliser ce qui est perçu à travers ces catégories banalisées, à savoir l'objet même de la débanalisation. Et l'objet même, oui, de l'acte de débanalisation. Alors tout le paradoxe du grand inquisiteur, enfin, que tout le monde a à l'esprit, de Dostoïevski, est contenu enfin le principe de ce paradoxe est contenu dans ses analyses. Il n'y a rien d'étonnant si un message religieux se détruit en quelque sorte elle-même, détruit en particulier sa force subversive, par le fait même qu'il réussit et qu'il devient universel. Alors, bon, maintenant, pour comprendre donc cette révolution symbolique, dont j'ai essayé de dire de manière peut-être un peu abstraite, en commençant qu'elle est intrinsèquement difficile à comprendre, il faudra essayer de comprendre d'abord l'ordre symbolique que Manet a renversé, en quoi consistait cet ordre, si un ordre symbolique accompli est un ordre qui s'impose comme évident. C'est un ordre qui est tel que sa mise en question ne vient à l'esprit de personne, qu'il ne vient à l'esprit de personne de le mettre en question. Autrement dit, un ordre symbolique accompli conduit à apercevoir l'ordre symbolique même, cet ordre symbolique même, comme allant de soi, comme taken for granted, comme ce qui va de soi. Donc pour reconstituer cet ordre symbolique dans toute sa force, et ça je l'ai dit souvent dans des cours antérieurs, cette expérience du cela va de soi, elle est tout à fait extraordinaire si on y réfléchit, mais paradoxalement elle paraît ordinaire, elle est extraordinaire puisqu'elle suppose un accord quasi parfait entre les structures objectives du monde, de ce qui est perçu, et les structures cognitives à travers lesquelles on le perçoit. Et c'est de cet accord immédiat, sans discordance, sans dissonance, sans désaccord, que naît l'expérience de c'est comme ça va de soi, ça ne peut pas être autrement. Un ordre symbolique traditionnel est un ordre tel que la possibilité d'être ou de faire autrement n'est pas pensable. Tout autre ordre que celui-là est impensable. Il n'existe pas de catégorie de perception permettant d'anticiper un autre ordre. L'utopie, par exemple, l'utopie est en quelque sorte exclue par un ordre symbolique tout à fait accompli, enfin qui n'existe jamais complètement, sauf peut-être dans certaines sociétés archaïques, complètement à l'abri des contacts de civilisation à travers lesquels ce qui est vécu comme naturel, fuseille, se met à apparaître comme non fondé sur l'arbitraire d'une convention ou d'une norme ou d'une loi.
Donc, comprendre l'ordre symbolique, c'est comprendre cet accord entre des structures objectives, des structures du monde social, et des structures cognitives. C'est donc adopter un point de vue d'ethnologue qui ne se met pas en extériorité par rapport à ce monde, qui n'adopte pas un point de vue normatif, qui n'adopte ni le point de vue de la dénonciation, ni le point de vue de la réhabilitation. Le point de vue de la dénonciation, s'agissant de l'objet dont je parle, il est contenu déjà dans le langage que nous employons pour en parler. On parlera de peinture pompier, le mot pompier étant un mot du jargon académique, enfin du jargon, oui, académique, des rapins, pour désigner les gens, ce qu'on appellerions les péplums, enfin les gens en tenue à l'ancienne. Bon, donc, en face de cette production, qui est la peinture pompier, telle que nous la voyons par bribes à Orsay, par exemple, nous sommes encore aujourd'hui engagés, nous ne sommes pas indifférents. Nous oscillons entre la propension à la condamnation, c'est un art fini, c'est un art dépassé, comme on dit dans la polémique intellectuelle et artistique. Enfin, l'arme essentielle, c'est de dire de l'adversaire qu'il est fini, qu'il est renvoyé au passé. Bon, alors quand on est gentil, on dit qu'il est renvoyé au classique. Bon, mais quand on veut le tuer vraiment, on dit qu'il est renvoyé au passé, qu'il est fini. Bon. Donc l'art pompier est révoqué, il est renvoyé à l'archaïsme, au passé, ou bien, dans certains cas, et c'est une posture de plus en plus répandue, il peut faire l'objet de réhabilitation. Et on peut dire, mais finalement, le pompier, ce n'est pas si mal. Et je vous citerai, je commenterai des textes enfin, de gens tout à fait éminents et respectables, enfin, qui essaient de montrer que l'art pompier, de même point de vue, n'était pas aussi détestable qu'on le dit, par exemple. Enfin, c'est un paradoxe. L'imagination conservatrice est inépuisable. On insiste, par exemple, sur le fait que, ce qui est vrai, que les artistes pompiers étaient plus souvent de petite origine sociale que les révolutionnaires qui les ont renversés. Alors, ça, c'est un paradoxe social intéressant. Il est vrai que dans les univers relativement autonomes par rapport à l'ordre social que j'appelle des champs, il est fréquent que les révolutionnaires soient des privilégiés, ce soient des nantis. Et Manet en est un exemple. Enfin, il est certain que ces dispositions révolutionnaires ont à voir avec le fait qu'il soit un privilégié et surtout peut-être la réussite, ce sera une des thèses que je développerai, la réussite de la révolution qu'il a inaugurée ne serait pas concevable, je crois, s'il n'avait pas eu beaucoup de capital, pas seulement de la compétence académique, académiquement certifiée, mais aussi du capital social, des relations, mais aussi du capital symbolique, enfin lié à ses amis, etc. Alors, donc, ce dont il s'agit de parler n'est pas mort et enterré. Bon, et c'est souvent le cas en histoire. Bon, je pense que si l'histoire est si difficile, et si l'on incline souvent à tenir des propos bêtement historicistes, disons relativistes, selon lesquels il n'y aurait pas de vérité historique sous prétexte que l'historien est dans l'histoire et que de ce fait il ne peut pas atteindre la vérité objective sur l'histoire, c'est parce que les débats historiques au sens de débat d'historien restent enracinés dans des débats sociaux, restent des enjeux sociaux plus ou moins brûlants. Alors, la révolution de Manet, enfin, qu'on appellerait la révolution impressionniste, mais je ne l'appellerai pas la révolution impressionniste, je pense que Manet n'a presque
presque rien à voir avec les impressionnistes. Enfin, c'est une erreur de catégorie, comme diraient les philosophes, qui fait qu'il est rangé avec eux, alors qu'il a toujours tenu, j'essaierai de montrer, ses distances avec eux, mais pas seulement pour se distinguer, parce qu'il voulait faire tout à fait autre chose. La révolution inaugurée par Manet, qui est au fond la révolution de l'art moderne, donc, cette révolution reste un enjeu historique, un enjeu de débat. Ici, j'évoquerai très rapidement les débats qui entourent aujourd'hui l'art moderne, définis de façon extrêmement vague. Il faudrait faire toute une analyse de la construction, il y a eu des esquisses d'analyse d'histoire sociale, de la construction du musée d'Orsay, de la composition de l'offre picturale qui est proposée au musée d'Orsay. Il y aurait toute une analyse à faire aussi, je parle au conditionnel parce que je ne le ferai pas, mais parce que ce n'est pas mon objet, ça serait faisable, ce n'est pas mon objet. Mon objet, c'est simplement d'en dire assez pour que vous sentiez que le problème que je vais poser n'est pas du tout un problème académique, si je puis dire. Le musée d'Orsay, je pense, pourrait être caractérisé comme une sorte de demi-historicisation de la révolution de l'art moderne. C'est-à-dire qu'on voulait le fameux grand tableau de Saussure, Maître de Manet, très en vue, et on met en quelque sorte face à face Manet et Couture. Mais cette demi-historicisation, dans la mesure où elle est partielle, reste ambiguë, et on peut se demander s'il s'agit d'une contextualisation ou d'une réhabilitation. Est-ce que Couture est là comme référent, comme rappel de ce contre quoi Manet s'est construit, ce contre quoi il a essayé de conquérir de nouvelles formes, ou est-ce qu'elle est là au premier degré, enfin, comme réhabilitation d'un moment de l'art de tous les temps. Alors, le contexte actuel, l'ambiguïté donc du musée d'Orsay est aussi ravivée par le débat actuel. Vous avez tous plus ou moins entendu parler de ce débat inauguré, je ne sais pas la chronologie détaillée, mais là aussi c'est quelque chose qui pourrait se faire très facilement. Le débat qui a, je pense, été inauguré par la revue Esprit, est-ce par hasard, et Jean-Philippe Domecq, qui a été continué par Le Monde, est-ce par hasard, etc. Donc il y a tout un débat visant à mettre en question les soi-disant révolutionnaires, comme on dit en pareil cas, et à tirer argument du fait qu'il y a parmi les révolutionnaires des imposteurs ou des opportunistes ou des manipulateurs, etc., pour mettre en question l'intention même de la subversion artistique contemporaine. Alors, si j'invoque ce problème, c'est pour deux raisons. D'abord parce que il est important d'avoir à l'esprit donc que le problème est difficile en partie parce qu'il est encore actuel. Et ça, c'est une chose, je crois, très très importante que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que les sciences sociales se font contre le monde social, que les sciences sociales se font en rupture avec le monde social, et que, comme j'aime à le répéter, un problème social n'est pas prédisposé à devenir un problème sociologique. Et les problèmes sociaux les plus brûlants sont les plus difficiles à convertir en problèmes sociologiques.
Et le sociologue n'est pas un travailleur social. Le sociologue n'est pas quelqu'un qui prend les problèmes sociaux tout produit, préconstruit, ready-made, et qui les emporte dans son laboratoire pour les analyser. Le premier travail scientifique, le premier mouvement d'un sociologue est de mettre à distance les problèmes sociaux pour les convertir en problèmes sociologiques. Et donc le fait que le problème que je vais poser cette année soit encore un problème social et un problème social brûlant, soit peut-être plus que jamais un problème social brûlant, dans une phase, disons, pour dire les choses brutalement, de restauration, pas seulement dans le domaine de l'art, le fait donc que le problème de la révolution artistique accomplie par Manet soit un problème social brûlant, ne le prédispose pas à devenir un problème sociologique. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que je voudrais que ce que je vais transmettre à propos de l'hérésie qu'introduit Manet, à propos de l'ordre symbolique dans lequel il introduit cette hérésie, à propos de la conversion qu'il accomplit et qu'il entraîne un certain nombre de gens à accomplir, je voudrais que toutes ces analyses soit mené dans votre esprit de manière comparative et que vous ayez à l'esprit le présent, contrairement encore une fois à ce que l'on dit souvent, ce n'est pas en chassant de son esprit le présent qu'on fait un bon historien, ce n'est pas en chassant, au contraire, un présent refoulé, j'en donnerai des exemples justement à propos de ce qui s'écrit à propos de Manet, un présent refoulé, non analysé, revient dans l'inconscient du chercheur et peut orienter ses procédures d'analyse, ses hypothèses, sa vision globale du problème, etc. Autrement dit, contrairement à ce qu'on dit, je pense qu'il serait capital que les historiens, par exemple, travaillent presque impérativement sur l'équivalent contemporain de leur objet historique. Que s'ils étudient Pankouk, éditeur de l'encyclopédie, ils étudient Grasset. Grasset, c'est un très mauvais exemple, mais je trouve un exemple plus noble. Ça, c'est une parenthèse volontaire. Alors, cette comparaison permanente, enfin, à laquelle je vous invite, je vais l'esquisser très rapidement. Sous le Second Empire, c'est-à-dire au moment où Manet intervient, surgit, la France est affrontée, dotée d'un art d'État. Il y a le salon, il y a l'institut, enfin je reviendrai par la suite sur ces institutions. Il y a les musées, il y a donc tout un système bureaucratique, pourrait-on dire, de gestion des goûts du public. On offre au public des œuvres sélectionnées dans des conditions telles qu'il est entendu que les œuvres exposées méritent de l'être et que celles qui ne le méritent pas ne le méritent pas. Qu'il y a donc de l'art vrai et de l'art non vrai, donc chose que continuent à faire les musées. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art sinon une œuvre qui est consacrée par le fait d'être exposée dans un musée, confère l'urinoir, etc. Donc il y a une intervention claire de l'État dans l'ordre de l'esthétique et l'État intervient comme une instance de catégorisation et de placement, une institution classificatrice. Aujourd'hui, nous avons pour l'essentiel l'équivalent. Nous avons des conservateurs de musées, et de même que l'institution académique, l'institut, les salons, etc., produisaient un art académique, on peut poser la question de savoir si aujourd'hui les musées, les conservateurs de musées, les subventions accordées aux artistes, des achats de tableaux, etc.,
ne produisent pas un art académique ou n'ont pas un effet d'académisation d'un certain art. Alors, c'est une question qu'il faut poser, qui est d'ailleurs posée, par exemple mon collègue Marc Fumaroli pose avec beaucoup de vigueur et de virulence, sans que je sois tout à fait d'accord, même pas du tout avec lui, la question de cet académisme qui produit un art d'État. Bon. Alors, une des choses importantes ayant dit cela, s'il y a académisme, on pourrait dire que c'est un académisme de l'avant-garde. Autrement dit, la situation de Manet était claire. Il y avait une rupture avec l'art académique. Il y avait des novateurs condamnés par l'institution et il y avait l'institution qui les condamnait. Donc, les choses étaient claires. Et il a fallu 30 à 40 ans pour que s'institue une nouvelle institution académique. Alors, bon. Il y a donc un académisme de l'avant-garde ou un avant-gardisme académique, ce qui fait que la question de l'intervention de l'État dans l'institution artistique se pose, ce qui fait aussi que la question de l'authenticité des artistes consacrés par l'institution se pose, et on pourrait dire qu'une des questions majeures pour les critiques d'aujourd'hui, et pas seulement d'ailleurs dans le domaine des arts plastiques, mais aussi dans le domaine de la littérature, comment distinguer entre les cyniques de la simili-révolution et les révolutionnaires authentiques. Bon, est-ce que le critère est la sincérité, quand même, une chose qui était invoquée dans les débats autour de Manet, on disait est-ce que c'est un imposteur ou un matu-vu cynique? Est-ce qu'il fait tout ça pour se faire voir? Donc, à travers cette interrogation, une des questions fondamentales, enfin, que l'historien ne peut pas écarter, est la question de l'intention de l'artiste. Les critiques du temps, les Castagneri, les Duret, les Toré, etc., posent constamment la question des intentions de l'artiste. Et il ne cesse pas de rappeler à quel point tout dépend, en quelque sorte, des intentions supposées des artistes. Bon, alors, aujourd'hui, il en va de même. Dès le temps de Manet, on voit apparaître ce qu'on peut appeler des imposteurs qui, ayant compris avant les autres la révolution en cours, opèrent une conversion au moins apparente et cumule, au moins pendant un certain temps, les profits de la conservation et les profits de la conversion. Un des plus typiques, on y reviendra, c'est un des personnages de l'œuvre de Zola. Dans Zola, il s'appelle Fougerolles, je crois, et dans la réalité, il s'appelle Bastien Lepage. Bastien Lepage est un personnage idéal typique, enfin, très très intéressant, qu'on retrouve dans tous les champs. Hein. Dans le champ de la haute couture, vous avez des révolutionnaires comme Courrèges, puis vous avez des arrangeurs comme Saint-Laurent, etc. Dans tous les domaines, c'est les gens qui en général viennent après, comprennent ce qui s'est passé et savent faire une version soft de la révolution hard, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de profit. Et Bastien Lepage, à un moment donné, était, même pour les amis de Manet, préféré à Manet. C'était pas drôle, il n'avait même pas encore été consacré, et déjà ces singes, enfin les singes du génie, avaient des profits alors qu'il était toujours condamné. Il est mort condamné, certainement. Alors si on a la mystique de l'artiste maudit, on peut dire que c'est bon signe de mourir condamné. Hein. Mais enfin, je ne crois pas que ce soit drôle à vivre. Donc, chose importante, donc, dès le moment où la révolution symbolique est en marche, il y a place pour comment dire, mimer la révolution. Il y a place pour l'imposture de la révolution, le faire semblant de la révolution.
Si bien que la situation actuelle, enfin, que j'ai simplement esquissé pour que vous ayez à l'esprit, il y a donc des analogies considérables entre la situation de l'art sous le Second Empire et la situation de l'art aujourd'hui, avec cette différence majeure, c'est qu'aujourd'hui, l'avant-gardisme, même s'il est chic de dire qu'il n'y a plus d'avant-garde, est reconnu. Il est reconnu, il est légitime. Il y a donc un avant-gardisme légitime, et il y a même des gardiens légitimes de l'avant-gardisme légitime, qui sont les conservateurs des grands musées, le Rijksmuseum, etc. Et ces conservateurs de l'avant-garde, c'est une alliance de mots, sont évidemment la cible majeure des conservateurs de l'art tout court. Les conservateurs artistiques tout court. Ils s'emparent des conservateurs de l'avant-garde, ou de l'avant-gardisme conservateur, ou de l'avant-gardisme en simili, pour justifier la condamnation de l'avant-gardisme tout court. Alors là, on vient à une chose peut-être pas importante. Les contempteurs de l'avant-garde, les premiers critiques, je vous dessinerai le tableau. J'ai fait un travail considérable parce qu'on considère toujours les critiques, on les considère un à un, à propos d'un tableau, on vous dit Toré a dit, etc. Bon, j'ai essayé de reconstituer l'espace des critiques et son évolution. J'ai fait une espèce de tableau très long et fastidieux et nécessairement incomplet. Il y a toujours un twist pour me dire vous avez oublié un tel à propos de tel tableau. Enfin, j'ai essayé donc de reconstituer cet espace des critiques et son évolution de manière à comprendre en quoi en quoi et pourquoi les critiques ont développé un discours d'abord réactionnaire, puis peu à peu partiellement converti. Dans la dénonciation conservatrice, l'arme majeure est le rire du peuple. On pourrait appeler ça le rire du peuple, c'est-à-dire regardez comme il rit. Et dans l'œuvre de Zola, qui est un roman qui n'est pas passionnant littérairement ni en tant que document, mais qui sur certains points, je crois, apporte des choses que toutes les analyses historiques laissent de côté. Zola évoque bien, c'est cette atmosphère de curé, de Charivari, c'était le nom d'une revue satirique qui tombait tous les jours, toutes les semaines sur Manet, de Charivari. Charivari, c'est intéressant, c'est une subversion rituelle, symbolique, de type religieux. Bon, cette atmosphère donc de chasse aux sorcières, toutes les métaphores de ce type sont bonnes, dans laquelle vivaient les critiques du temps, et ces critiques se sentaient justifiées dans leur violence contre l'hérésiarque, contre Manet, parce qu'ils avaient le peuple avec eux. Le peuple est avec nous. Autrement dit, il y avait une sorte de populisme spontané, et comme aujourd'hui, bon, c'est un peu gros de dire ça, mais beaucoup de discours, il y a un continuum qui va depuis Domètre jusqu'à Le Pen, dans lequel on fait intervenir l'intrusion de l'État, la consécration d'œuvres scandaleuses, les subventions de l'État qui sont détournées, enfin le problème des subventions, des millions, etc. C'est très très sérieux, c'est de ça qu'il s'agit. Donc cette sorte de populisme a son équivalent aujourd'hui. Bon, et c'est à ça que je voulais en venir. Ce populisme, et malheureusement, il est soutenu par certains sociologues. C'est pourquoi je ne pouvais pas ne pas en parler parlant de ça, bien que la plupart des sociologues présents ne s'attendissent pas à ce que j'en parlasse.
Donc, s'il y a un populisme si la critique conservatrice du temps Manet s'arme d'un populisme spontané, c'est que ce populisme spontané est une autorité, confère à la critique esthétique une autorité très puissante et dans une certaine mesure implacable, incontournable, implacable. Parce qu'en effet, et là je ne peux pas développer ce thème, le révolutionnaire spécifique fait la révolution contre ce qui domine dans l'univers relativement autonome à l'intérieur duquel il lutte. Il fait la révolution contre l'académie, il fait la révolution contre les mandarins plastiques, hein. Mais il a fait aussi, qu'il le veuille ou non, contre le peuple, entre guillemets, qui peut être en fait la bourgeoisie, hein, parce que les gens qui fréquentaient les expositions organisées par l'Institut n'étaient pas le peuple, mais la bourgeoisie. Et autrement dit, le révolutionnaire spécifique, le révolutionnaire dans un champ relativement autonome, en voie de constitution, est dans une situation tout à fait paradoxale, parce qu'il est condamné à faire une révolution qui peut être réellement révolutionnaire, y compris pour le peuple, contre le peuple, et il peut être soumis, exposé à l'accusation d'élitisme. Voilà. Alors, je suis hésitant, vous voyez bien que vous n'avez peut-être pas conscience, moi j'ai peut-être un petit peu plus conscience que vous, je marche sur les œufs, je dis des choses très très brûlantes en ce moment, hein, pour lesquelles on s'étripe dans les gazettes parisiennes, et pour lesquelles on m'étriperait volontiers dans les mêmes gazettes. Bon, donc j'ai conscience que ce que je dis mérite certaines nuances. La lutte actuelle contre le néo-académisme, on pourrait l'appeler comme ça, le néo-académisme de l'avant-garde, l'avant-gardisme académique, hein, est souvent mené par des grands connaisseurs de l'art d'avant-garde. Je pense, c'est pas le cas de Domecq, ça n'aura pas de panique, mais c'est le cas de Jean Clair, par exemple, qui est quelqu'un qui connaît très bien ce dont il parle, et qui est tout à fait en mesure de discerner les imposteurs. S'il y a quelqu'un qui sait où sont les imposteurs, s'il y a quelqu'un qui est capable de repérer ceux qui s'autorisent de l'image moderne, légitime de l'art moderne, conservée par les conservateurs pour faire des choses conservatrices qui ont l'air révolutionnaires, ce sont ces gens-là. Et c'est pourquoi le combat est très difficile. Et donc la dénonciation de l'art d'avant-garde peut s'armer aujourd'hui de la dénonciation de l'imposture avec un certain fondement fondamentaux murés, comme disaient les anciens. On peut, à juste titre, dire qu'il y a tromperie de l'État, qu'il y a des gens qui trompent l'État, qui prennent des subventions, etc. etc. Bon. Mais l'arme absolue de cette critique, qui resterait élitiste, qui resterait une affaire de clerc, une affaire de spécialistes. Hein, et dans cette bataille, la plupart des critiques de l'art contemporain seraient immédiatement vaincus, hein, donc tous les noms que j'ai donnés là. Si cette critique ne pouvait pas s'armer d'un populisme régressif dans lequel la sociologie contribue, intervient. Il y a une sociologie qui, je peux donner des noms, à un faible degré Raymond Moulin, à un fort degré Nathalie Henich, qui propose un populisme scientifique
qui se sert donc de la connaissance qui a été établie par d'autres scientifiquement, la connaissance des déterminants sociaux, de la propension à consommer des œuvres d'art et à consommer des œuvres d'art d'avant-garde, etc., qui peut s'armer donc d'une connaissance de la distribution des goûts en matière de peinture d'avant-garde, etc., bon, pour justifier une certaine condamnation de l'art d'avant-garde. Voilà. Alors cette sorte de populisme scientifique, qui est souvent le fait de Bastien Lepage de la sociologie, conduit à une dénonciation scientifiquement légitimée de la réaction artistique. Alors, là encore, mais je suis dans le position difficile parce que j'esquisse une analyse très très superficiellement. Je l'ai dit tout à l'heure, pour quelle raison? Je l'esquisse pour que vous n'entendiez pas ce cours surmané comme une simple évocation historique tout à fait intéressante, mais neutralisée par la distance historique, ce qui est un des grands problèmes que pose Manet. Manet est quelqu'un qui a mis, avec le déjeuner sur l'herbe dont je parlerai tout à l'heure, Manet a mis dans le présent des nus que l'euphémisation historique permettait de neutraliser, de renvoyer au passé. Bon. Donc je voulais faire un effet Manet en quelque sorte, c'est-à-dire vous faire comme au XIXe siècle, c'est une remarque qui va être encore une fois péremptoire et un peu arbitraire, mais je pense que tout ça c'est une sorte de programme de travail. Ce que je suis en train de développer là, c'est un programme de travail qui est plus fondé qu'il n'en a l'air, mais que je n'ai pas le temps d'argumenter complètement. Comme au XIXe siècle, on a dans la condamnation de l'académisme anti-académique qui est aujourd'hui dominant, une conjonction d'une critique de droite et d'une critique de gauche. C'est une chose qui est très intéressante quand on regarde les condamnations au nom souvent des mêmes présupposés éthiques. Alors, si j'ai fait cet excursus hésitant et difficile, enfin difficile à énoncer en tout cas, c'est parce que je pense qu'il y a un enjeu éthico-politique, enfin de ce que je dis en ce moment. Je pense que un enjeu éthico-politique du travail sociologique. Je pense que le travail sociologique, qu'il est de bon ton dans les milieux d'art de considérer comme antithétique à toute compréhension possible de la création artistique, je pense que dans une conjoncture au moins où la sociologie est devenue une arme esthétique, dans une conjoncture au moins où il y a un usage esthétique de l'argument sociologique ou de l'argumentation sociologique, la sociologie me paraît une alliée indispensable de toute critique. Alors je pense beaucoup plus, ça c'est une définition tout à fait modeste, je pense en fait que il y a, ça sera au fond la thèse sous-jacente à tout ce que je vais faire, il y a de critiques vraiment radicales et accomplies, qu'armées d'une analyse historico-sociologique de l'espace de production et de l'espace de réception. Donc, ce que je prêche, c'est une exhortation à la responsabilité de la critique et de la sociologie. Voilà. Bon.
c'était le premier point et la première fonction de ces analyses, enfin le premier usage que vous pouvez faire de ces analyses du champ artistique et du champ artistique au temps de Manet et de la subversion qui introduit Manet. Alors, un autre préalable, c'est le statut tout à fait particulier que la recherche historique, dans un cas comme celui de Manet et de l'art de son temps, la situation est tout à fait paradoxale que la recherche historique est amenée à donner la critique. En fait, une part essentielle de la production, enfin une part de la connaissance à laquelle nous avons accès à propos de l'art du XIXe siècle provient des critiques. Et je n'ai vu qu'un critique, un historien de l'art, je n'ai vu qu'un historien de l'art pour s'étonner que les critiques d'art ne fassent pas une critique de la critique d'art. Autrement dit, que les historiens de l'art ne fassent pas d'une histoire de l'histoire de l'art un préalable à une utilisation des produits de cette histoire. Alors, vous direz, bon, c'est encore l'impératif de réflexivité que je prêche toujours, a priori. En fait, je pense que un des objectifs de mon travail cette année, c'est de montrer, de démontrer que ce rapport réflexif à la critique est la condition la plus absolue de la compréhension du discours de Manet et du discours sur Manet, du discours de Manet et de l'œuvre même de Manet et de ses contemporains. L'analyse de l'espace de la critique du temps de Manet a une double fonction. Premièrement, de même que l'on pratique d'ordinaire la critique des documents, de leur authenticité, est-ce que la signature est authentique ou non, est-ce que le document est falsifié ou pas, etc. On doit, me semble-t-il, pratiquer une critique sociologique ou historique des documents, c'est-à-dire, par exemple, quand on prend un texte je dis Thoré, je dis Duret, je dis Castagnari, etc. Quand on prend un texte d'un critique, il ne s'agit pas simplement de savoir s'il est authentique, de quelle date à quelle date il a été écrit, comment il a été établi, où il a été publié, etc. Il est important de savoir dans quelle position dans l'espace des discours contemporains il se trouvait. Autrement dit, quelle était la position de ce discours dans l'espace des discours et quelle est la position du producteur de ce discours dans l'espace de ces discours. Autrement dit, un document, quel qu'il soit, et ça c'est vrai je pense pour tout document historique, est une prise de position dans un espace qui prend son sens d'une part par référence à l'espace des prises de position homologues et d'autre part par référence à l'espace des positions dont ces prises de position sont l'expression. Première justification donc de cette critique, de ce préalable de la critique de la critique. Deuxième raison de prendre cette critique pour objet, j'ai dit en commençant que la révolution opérée par Manet était difficile à comprendre dans la mesure où elle avait réussi et s'était imposée à nous avait imposé à nous les structures mentales qu'elle avait construites. En fait, comprendre la critique et l'évolution progressive de l'espace de la critique, c'est comprendre les conditions dans lesquelles la révolution s'est accomplie
Et c'est donc à condition de comprendre la genèse d'un espace de la critique et des transformations de cet espace que l'on peut comprendre le passage d'une critique académique à une critique esthétique et l'invention du critique au sens où nous l'entendons, cette invention faisant partie des transformations que la révolution de Manet a à la fois produites et dont elle est le produit. Alors, dans le cas particulier de la révolution de Manet, l'intérêt de l'analyse de la critique, on parle beaucoup de sociologie de la réception, de théorie de la réception. On peut dire que dans le cas particulier, l'intérêt de l'analyse de la critique, c'est de servir de base à une sociologie de la déception. En fait, et c'est là le centre de ce que je voudrais vous montrer rapidement aujourd'hui, la révolution symbolique attente aux catégories de perception des sujets percevants. Attente, défie ces catégories de perception. Et en les agressant, en les mettant en question, la révolution symbolique les oblige en quelque sorte à se révéler. L'hérésiarque, comme je l'ai dit tout à l'heure, débanalise, il bouleverse les récepteurs, il les met en état d'indignation, il les met en état de scandale, il les scandalise, et du même coup, il les amène à expliciter le banal, l'évident, le cela va de soi, ce que le critique, par exemple, autorisé, et d'autant plus qu'il est plus autorisé, répugne le plus à dire. Il n'a pas à se justifier sur ce qui va de soi. Il n'a pas à se justifier sur le primat de l'ancien par rapport au contemporain. Il n'a pas à se justifier sur le primat de la profondeur par rapport à la platitude, etc. Bon, autrement dit, le scandale artistique est une provocation à comparaître en quelque sorte, à travers laquelle les autorités, les gens qui se sentent autorisés à parler, c'est le cas des critiques sur les œuvres d'art, sont sommés non seulement de dire si c'est bien et si c'est mal, ce qu'ils font très volontiers, mais les attendus les plus inconscients, les plus enfouis de leur jugement. Et ces attendus, évidemment, ils ne les disent pas, la plupart du temps, sous la forme d'une axiomatique clean, sous la forme de propositions froides, du type l'ancien c'est mieux que le contemporain, le profond c'est mieux que le plat, etc. Il le dit sous forme d'injures, d'insultes, d'agressions, de violence. Et ils sont soumis à une violence et ils répondent par la violence. Voilà. Donc cette critique de la critique qui est extrêmement évidemment difficile à faire parce que la plupart de ces gens sont totalement inconnus, totalement obscurs, et la recollection du moindre renseignement les concernant sur leurs études, leurs origines, etc., suppose beaucoup de travail. Mais la critique sociologique de cette critique est extrêmement importante parce qu'elle permet, me semble-t-il, idéalement, à titre de limite, enfin, malheureusement, il faudrait une vie pour remplir le programme que j'énonce. Néanmoins, je pense qu'une des vertus scientifiques des programmes impossibles, c'est de fournir une critique des programmes que se donnent ceux qui pensent qu'il y a des programmes possibles. Voilà. Je pense que, ça je le dis sans aucune ironie, je pense que ça n'a pas pour fonction de démoraliser et de dire, comme font souvent les philosophes, tout ça n'est que du positivisme étroit, de l'érudition mesquine, etc. Nous vous disons le tout, nous vous rappelons au préalable théorique, insurmontable. C'est pas du tout la question. C'est un programme tout à fait réaliste, simplement qui demanderait beaucoup de temps ou des collectifs très bien organisés. Bon. Alors, ce programme donc réaliste qui permettrait de dire idéalement ce que veut dire
chacun des propos qui a été dit à propos de chacun des tableaux de Manet, et pour savoir ce que veut dire chacun des propos qui a été dit à propos de chacun de Manet, il faudrait savoir ce qui a été dit simultanément à propos des tableaux exposés simultanément. Vous imaginez le travail, par l'ensemble des critiques parlant de ces tableaux, parlant les uns par rapport aux autres, parce que il y a des fonctionnements en champ, etc. etc. Donc, ce programme impossible, mais qu'on peut néanmoins esquisser, permettrait donc d'entendre le sens des indignations différentielles. Ça va être dit, voilà, il y a ceux qui s'indignent de l'aspect sexuel du déjeuner sur l'herbe, il y a ceux qui s'indignent de l'aspect compositionnel. Alors, par exemple, une chose qui apparaît tout de suite quand on regarde les critiques, on voit qu'il y a une hiérarchie des indignations. Il y a des indignations qui touchent aux choses les plus superficielles, c'est pas la mode, c'est ancien, etc. Il y a ceux qui s'indignent enfin bref, on va du plus superficiel au plus profond, le plus profond, le plus invisible en général étant ce qui concerne la structure, la composition, la structure globale du tableau. Alors, puisque là on arrive à l'œuvre, je veux dire très vite, l'intention de cette projection. Bon, il est évident qu'en projetant une œuvre aussi banale et banalisée, c'est sans doute l'œuvre la plus commentée après la Joconde, c'est-à-dire la plus vue et non vue. En présentant une œuvre comme celle-là, j'ai une intention très, comment dire, oui, un peu fort, qui est de vous permettre de retrouver le sentiment du scandale que cette œuvre banalisée, on peut la trouver sur les boîtes à gâteaux, que cette œuvre a pu provoquer. Comment une œuvre à la millier de boîte à gâteaux a-t-elle pu susciter une violence qu'on n'imagine pas. Je pense que ni les écrits de Marx, ni les écrits de Durkheim, ni les écrits les plus révolutionnaires n'ont suscité le centième de la violence qu'a suscité cette œuvre-là et son double, qui est l'Olympien. Alors, devant une œuvre comme celle-là, on peut se poser des tas de questions que je poserai, mais je voudrais simplement vous faire entendre tout de suite une analogie. On peut penser cette œuvre comme par analogie avec un phénomène d'aggiornamento religieux. L'aggiornamento religieux étant une forme douce de révolution symbolique. C'est une révolution contre l'institution, accomplie par l'institution. Ça commence par un concile, c'est un travail collectif, censuré, feutré, sacerdotal, épiscopal, cardinalesque, il y a toutes sortes de censures qui font que ça n'a pas la violence d'une hérésie singulière accomplie à l'origine par un agent singulier, etc. Un aggiornamento, malgré tout, fournit une analogie, et il y a quelques années, j'avais fait, je vous renvoie à un livre qui s'appelle « Ce que parler veut dire », où je reproduis des documents sur lesquels j'étais tombé par hasard, passant par la rue Saint-Sulpice, j'avais vu dans une vitrine un livre qui s'appelait « Le dossier noir de la communion solennelle ». Bon. Alors mon œil sociologique évidemment s'est éveillé, j'ai acheté ce livre de mes deniers et j'ai découvert une chose tout à fait extraordinaire, j'ai découvert que l'auteur, qui était le révérend Père Lelon, prédicateur de Notre-Dame, l'auteur de ce livre avait compilé en quelque sorte toutes les lettres indignées qu'il avait reçues de ses fidèles,
à propos des transformations de la liturgie catholique provoquées par Vatican II. Et alors vous verrez si vous regardez ce livre, je pense que c'est assez amusant, j'ai donné sur la page de gauche des phrases tirées de ce dossier qui énoncent des expériences indignées du scandale, et j'ai mis entre parenthèses des numéros qui renvoient au type de scandale qui est dénoncé. Bon, alors ça c'est pas clair dans mon topo, pourquoi je vous le dis. Il y a une note où je dis 1 veut dire erreur d'agent, 2 veut dire erreur d'instrument, etc. Alors exemple d'erreur, on donne la communion, on la donne dans une grange, ou on la donne dans une cuisine. Bon, c'est une erreur de lieu et ça suscite le scandale. Bon, on donne la communion, mais la communion est donnée par un laïc, elle n'est pas donnée par quelqu'un qui est légitimement mandaté par un corps constitué détenteur du monopole de la manipulation légitime des biens de salut, comme dit Mazzola, c'est par un prêtre. Bon, donc c'était une autre cause de scandale. Bon, le langage. On parle à Dieu à la deuxième personne du singulier. On tutoie Dieu. Bon, le vêtement, erreur de vêtement. On dit la messe en vêtements de tous les jours, et sans avoir les attributs normaux de l'onction sacerdotale. Erreur de comportement. Le prêtre donne la communion en sortant l'hostie de sa poche. Vous riez là, c'est le même rire que Manet a suscité. Voilà. Ou bien on donne l'hostie, au lieu de la donner dans la bouche, on la donne dans la main. Ça choque beaucoup les gens. Donc ça c'est erreur de comportement. Enfin, il y a toute une série. D'autres s'indignent de la taille des hosties. Les hosties sont beaucoup trop grandes, il faut les couper en morceaux, on ne peut pas les avaler d'un coup, etc. Voilà. Alors cet exercice d'analyse d'un scandale que j'avais fait à l'époque, analyse d'un scandale soft, d'un scandale atténué, faisait apparaître quoi? Faisait apparaître que pour que la liturgie traditionnelle fonctionne, pour que tout se passe bien, comme Nicolas Duchardonnet l'a tout comme ici, pour que tout se passe bien, il faut un ensemble de conditions. Il faut un curé avec une soutane, tout un appareillage, un ciboire, etc. Il faut un moment, un lieu, des préparatifs. Enfin, bref, il faut un système de conditions qui, en tant que tel, garantit chacun de ces éléments. Il faut donc pour que la liturgie fonctionne, que toutes les conditions que l'expérience du scandale découvre une à une, que toutes ces conditions soient réunies. Et d'autre part, pour que la force symbolique de l'ordre symbolique catholique, enfin pour que la force symbolique fonctionne, pour que vous pouvez mettre un tout petit peu plus de lumière, je crois que ça gêne les gens qui veulent prendre des notes, s'il vous plaît. Pour que la force symbolique de l'ordre symbolique fonctionne, il faut que ces conditions soient toutes réunies et de manière invisible, sans que personne s'en aperçoive. On ne s'en aperçoit que quand ça commence à se détraquer, que tel ou tel élément manque. Autrement dit, la garantie de l'institution religieuse à tel ou tel acte religieux isolé n'est pas associée à un acte particulier, à un agent particulier, elle est associée à un système de relations entre des actes et des agents et des instruments et des moments et des lieux, etc. Et c'est l'expérience donc de l'arbitraire, de l'abus de pouvoir symbolique
qu'exerce un mandataire de l'Église lorsqu'il agit en prêtre en quelque sorte autodésigné, hein, comme son propre mandataire, usurpant l'autorité dont il est seulement le dépositaire, le délégué. Alors, je ne prolonge pas, je vous renvoie donc à ce texte, vous pouvez regarder dans ce que Parlé veut dire, et vous verrez à la page 115 une longue analyse du fonctionnement d'un système symbolique bien intégré, bien constitué, qui marche, et qui de ce fait passe totalement inaperçu pour ceux qui y sont immergés. Je pense que le scandale qu'accomplit Manet à travers cette œuvre a un effet tout à fait analogue à l'Aggiornamento, mais beaucoup plus violent. Et si on lit les critiques contemporains de Manet, comme j'ai lu le dossier noir de la communion solennelle, on peut y découvrir ce que j'ai découvert dans le dossier noir, une analyse toute faite en quelque sorte des conditions de fonctionnement du système académique. De même que les paroissiens indignés découvraient des manques et des manquements, de même, les critiques indignés se faisant l'expression du grand public et les porte-paroles du rire populaire découvraient les manques et les manquements de l'hérésiarque qui, on parle constamment à propos de ce tableau en termes d'erreurs, pour ne pas dire de fautes, les manques et les manquements, et du même coup il révèle tous les présupposés implicites, tacites de l'ordre académique. Donc le discours des critiques désigne les conditions de fonctionnement harmonieux de la liturgie esthétique et du salon. De même que la crise de la liturgie est une crise du langage religieux qui accompagne une crise du corps sacerdotal et qui redouble, crise du corps sacerdotal qui redouble la crise du langage et de la liturgie comme langage religieux, de même la crise que provoque Manet et qui est essentiellement une crise du langage esthétique. Les gens ne savent plus comment parler. Manet fait quelque chose dont on ne sait pas comment parler, dont il n'y a rien à dire. Une des difficultés, c'est une chose très importante, que malheureusement beaucoup d'historiens oublient, c'est que les choses les plus importantes souvent s'expriment par le silence. C'est une chose que les sociologues savent bien. Ils ont affaire à des non-réponses et à des refus de répondre. Hein. Et par exemple, un des problèmes des critiques, c'est un des problèmes de toutes les luttes symboliques, est de savoir si on fait plus de mal à Manet en parlant de Manet ou en n'en parlant pas. Et il y a des gens qui tiennent jusqu'au bout, ou qui ne parlent que tout à fait à la fin. Wolf, par exemple, critique de Figaro, ne commence à parler que tout à fait à la fin, quand vraiment c'est plus possible. De toute façon, c'est foutu. C'est foutu. De toute façon, Manet a un succès de scandale, comme on dit. Hein. Donc son destin est scellé et on ne peut pas le servir en croyant le desservir. Mais une des stratégies les plus efficaces, au moins dans les débuts, c'est le silence qui est évidemment un silence de réprobation. D'ailleurs, dans les analyses que l'on peut faire, une des vertus d'une analyse systématique, c'est précisément de faire apparaître les silences. Vous voyez 63, l'exposition de Déjeuner sur l'heure, etc. Vous avez le tableau de tous les critiques et vous voyez qu'un tel ne dit rien. Alors que si vous prenez seulement les gens qui ont parlé sur Manet, vous ne voyez pas l'absence de ceux qui n'ont pas parlé. Bon, cette absence étant problématique et pouvant être aussi parlante que la présence et que la parole. Bon. Alors,
Oui, l'hérésiarque, donc, produit par l'œuvre qui est devant vos yeux, il produit un effet de scandale que je vais essayer d'évoquer très vite parce que puisque maintenant l'image est au tableau, je ne peux pas, je reviendrai la prochaine fois sur les choses que je voulais dire. Alors, première chose, le scandale, enfin l'œuvre scandaleuse, rompt une ordre symbolique de la manière d'aggiornamento, c'est-à-dire un accord entre des structures sociales et des structures cognitives qui est au fondement de l'expérience du monde social comme allant de soi. Bon. Et ici, je vais développer ça rapidement, il y a d'abord une opposition, les structures sont souvent exprimées dans des oppositions binaires. Il y a d'abord l'opposition entre le haut socialement et le bas, ou le haut esthétiquement et le bas esthétiquement, qui correspond à la hiérarchie des genres. Il y a le haut du point de vue du genre, masculin, féminin. Il y a le haut du point de vue de la position sociale, bourgeois, peuple. Par exemple, là je reviendrai de tout à l'heure, ce qui a été vu tout de suite par un certain nombre de critiques populaires, c'est-à-dire critiques écrivant dans les journaux populaires et soucieux, le phénomène de l'audimat existait déjà, de se faire bien voir de leur public en disant au public ce que le public était censé attendre. Bon, ces gens ont tout de suite insisté sur le barbarisme, disons, sexuel, pour le fait qu'on ait des hommes bourgeois habillés et une femme nue supposée être une grisette, une lorette populaire. Bon, hein. Alors, je n'évoque pas, mais ça sera. Bon. Alors, les incongruités. Ce tableau est plein d'incongruités il faut dire des incongruences, le mot n'existe pas en français, des incongruences et qui sont des incongruités. C'est-à-dire que ce sont des contradictions du point de vue des catégories de perception, des schèmes, des schèmes de perception tacitement inscrits, admis par la plupart des spectateurs et la plupart des artistes. Par exemple, on remarque que ce tableau qui mesure, je ne sais plus, 2,08 m sur 2,64 m, est trop grand pour son sujet. Bon, alors, nous n'avons plus dans l'œil, on dit de quelqu'un qui a le compas dans l'œil, nous n'avons plus dans l'œil les mesures et en particulier la hiérarchie, la relation entre la hiérarchie des catégories artistiques, donc des œuvres, et la hiérarchie des tailles. Bon, donc, un certain nombre de gens remarquent que c'est trop grand pour une scène de genre, ou plus précisément pour une scène de bain, bon, ce qui est une catégorie très très particulière de la scène de genre. On a d'autres remarques, alors ça c'est déjà des critiques, des critiques contemporains. On remarque que, en s'appuyant sur des indignations, des critiques du temps qu'ils expriment, qu'on a une contradiction entre la contemporanéité, c'est trop contemporain pour pouvoir être une pastorale, il n'y a pas la neutralisation. Bon, c'est trop réaliste pour être une scène de bain, il faudrait Diane et Actéon, Frimet, etc. Bon. Alors, autre cause de scandale, c'est trop public et officiel pour une image salace pouvant être vendue sous le manteau ou reléguée dans les portefeuilles des messieurs. Bon, ça, c'est une chose à présent dans les discours de critique. Bon, alors,
Mais maintenant, je précise, dans la logique de ce que j'ai fait sur la communion solennelle. En gros, cette œuvre, je vais aller très vite, transgresse est une double transgression de deux espèces de sacré. Et le scandale, c'est un sacrilège, c'est une double transgression qu'il faut comprendre dans une logique non pas solercienne, la transgression, mais durkheimienne. La transgression, donc la transgression de deux espèces de sacré, un sacré artistique, c'est-à-dire un sacré spécifique, et là, ce sont les plus compétents spécifiquement ou le croyant qui sont les plus scandalisés, et un sacré non spécifique qui est le sacré, grosso modo, éthico-sexuel. Alors, première transgression, la transgression de la correspondance entre la hiérarchie des genres et la hiérarchie des formats. Je viens de vous le dire, le problème de la taille. Donc, Déjeuner sur l'air est une grande toile, 2,08 m sur 2,64 m. C'est une... je sais tout ça, évidemment. La plupart des choses que je vous dis, je ne les ai pas inventées, je les sais de seconde main. Les formats disponibles communément étaient des formats standards, se situaient entre 21,6 sur 16,2 et 194,4 sur 129,6. Il y avait un certain nombre de formats standards, et en dehors de ces formats, il fallait faire une commande spéciale. C'est important parce qu'on posera la question de savoir si Manet avait vraiment l'intention de choquer, etc. Et là, sachant qu'il n'avait pas affaire avec le format standard, on peut être certain qu'il a voulu ce format, et on peut donc supposer qu'il a voulu ce format dissonant avec ce qu'il voulait faire porter au tableau correspondant. Donc la taille du Déjeuner sur l'herbe est celle que les peintres d'histoire utilisent pour leur recréation d'événements nobles. Alors dans la hiérarchie des arts, il y avait peinture religieuse, peinture historique, et le paysage, cette peinture peut être placée du côté du paysage, du côté de la scène de genre, en tout cas dans les genres inférieurs. Donc il a choisi délibérément de prendre un format qui était réservé pour les choses nobles et de confier à ce format, selon la loi, contredisant la loi grande taille, grand sujet, un objet inférieur. Autre objet de petite taille, c'est la nature morte. Donc, il a une intention ambitieuse. Et ça, c'est un thème qui revient sous la plume des critiques en permanence. Pour qui se prend-il? Il veut être chef d'école alors qu'il ne sait pas son métier. Bon, c'est la prétention. Sur quoi se repose? Elle repose sur la perception inconsciente, parce que je pense que ces mesures, de même que les peintres l'ont dans l'œil, les artistes et les critiques l'ont dans l'œil, et ils n'ont pas besoin d'accéder à la conscience du barbarisme, on sait l'équivalent d'un barbarisme, pour éprouver les sentiments du scandale. D'ailleurs, une des choses très intéressantes, c'est que l'indignation dans ces affaires est toujours, elle reste dans la gorge, elle reste sur le ventre, elle reste sur le cœur. Enfin, il y aurait une sorte de socio-somatique de l'indignation morale. L'indignation morale ne trouve pas les mots pour le dire. Et l'essentiel se passe en deçà de l'explicitation et en deçà de la conscience. Ce qui ne veut pas dire que ce soit inconscient au sens freudien. Ça, c'est un autre... Bon. Donc, un des problèmes de l'indignation éthique devant un scandale, c'est qu'elle n'a pas les mots pour le dire. Alors, deuxième, je m'arrête très vite, deuxième transgression, les références historiques. Alors, première remarque, les critiques du temps qui repèrent les références historiques sont très rares. Ils sont 3 ou 4 pour ce tableau, alors que les critiques contemporains font assaut de références historiques. Alors ça, c'est un des biais, selon le modèle panoustien de l'iconographie. On met son point d'honneur quand on est un critique d'art avisé,
à trouver des références dans la peinture, dans la gravure, dans les lithographies, etc. Et chose intéressante, les critiques contemporains, sauf quelques exceptions, les plus cultivés, Thoré, Baudry, etc., font très peu de références historiques, ce qui est déjà une information historique sur le regard historique de la critique historique de l'époque. C'est une critique qui est là pour raconter l'histoire que le tableau raconte et non pas pour raconter l'histoire de la peinture dans laquelle ce tableau se situe. Bon, ça c'est une chose très importante. Le critique est quelqu'un qui vous dit actéon, rencontre, etc. Bon. Qui fait un commentaire scolaire et littéraire, c'est très important, littéraire. Il faut que ce soit très bien écrit et il a une prétention à donner un quasi-substitut du tableau. C'est un poème. Alors ça c'est une tradition qui se prolongera, comme l'a montré Gamboni à propos de Dylan Redon, c'est une tradition qui se prolongera jusqu'à la fin du XIXe siècle. Enfin, Huysmans encore rivalise par une sorte de poème en prose avec le peintre qui est censé, comme disait, je crois que c'est Duchamp, bête comme un peintre, qui est censé être... Bon, c'est un poème très intéressant. Bête comme un peintre, c'est une phrase qui mérite réflexion. Voilà. Alors, donc, il y a des références et des allusions, des citations historiques qui, le plus souvent, ne sont pas vues, et quand elles sont vues, sont interrogées sur leur intention. On dit est-ce que c'est un plagiat, elles sont interrogées pour être condamnées, est-ce que c'est un plagiat, est-ce que c'est une copie, ou très très rarement est-ce que c'est une parodie. Alors le thème de la parodie qui est très très important, je pense que quelques critiques avec qui je suis complètement d'accord rapprochent ce tableau de Offenbach, enfin ça on n'y pense pas spontanément, c'est-à-dire ils voient une sorte de bon moi je ne vais pas vous chanter la Belle Hélène, c'est une sorte de mise en scène d'une scène mythique ou d'une scène artistique. Bon, ben j'avance. Oui, alors, donc, les critiques diront, il y a Giorgione, alors ça a été la référence, mais je pense que personne parmi les critiques ne la cite. Je suis à peu près sûr que personne ne l'a pas. C'est une référence qui a été beaucoup soulevée par les historiens ultérieurs. Alors ce qui est très souvent cité, c'est une gravure de Marc-Antonio Raimondi, d'après Raphaël, le jugement de Paris, etc., bon, dans laquelle on retrouve, malheureusement je n'ai pas de reproduction, le groupe, les trois personnages centraux, et absolument à l'identique, y compris le fait que le personnage féminin regarde le spectateur et le peintre. Bon, c'est vraiment une sorte de copie de ce fragment. Donc, comme c'est une gravure qui circulait, que Manet avait dans son atelier, que la plupart qui faisait partie de la culture commune, un certain nombre de gens l'ont repéré. Alors d'autres ont fait des rapprochements avec Watteau, avec Courbet, etc. Alors, donc, deuxième barbarisme, l'effet de collision entre l'ancien, le noble, le pictural, l'historique, l'esthétique, etc., et le contemporain vulgaire et trivial. Alors déjà, ces deux barbarismes se cumulent. Ça se cumule avec l'effet de collision taille-genre. Alors, ces deux transgressions sont des transgressions hiérarchiques, parce que l'ancien et le contemporain, c'est bien mal, c'est noble, ignoble, c'est de même que grand, petit, c'est bien mal. Donc, dans les deux cas, Manet bouleverse une hiérarchie. Dans les deux cas, alors, ce qui est souterrain à l'indignation. Là, au fond, ce que je fais, c'est j'essaie de donner la parole, à des indignations nettes, qui peuvent être silencieuses, qui peuvent s'exprimer par des cris, par des insultes. Il y a des gens qui ont été obligés de protéger les tableaux, qui voulaient vous exposer très haut, hors de portée, qui voulaient les détruire. Ça c'est intéressant. Il y a un très beau travail du même Gamboni que je citais tout à l'heure sur l'iconoclasme. L'art moderne provoque encore aujourd'hui de l'iconoclasme. Alors il y a de l'iconoclasme violent, il y a de l'iconoclasme inconscient. Il raconte une très belle histoire d'une exposition d'œuvres
contemporaine dans une petite ville suisse, et les boueux ont emporté un certain nombre d'œuvres croyant qu'il s'agissait de déchets. Voilà. Alors, du point de vue du populisme que j'invoquais tout à l'heure, c'est un argument, étonnant que Nathalie Denis n'ait pas utilisé. C'est un argument tout à fait décisif. Alors, donc, il y a une collision entre Noble et ce qui fait que l'indignation est disproportionnée. Pourquoi ce tableau tout froid, tout plat, petit provoquer une pareille indignation? C'est parce que les gens y voient tout ça. Alors vous direz, mais c'est un test projectif. Ils projettent leurs états, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des états d'âme collectifs et qu'on peut reconstruire historiquement. Je n'invente rien. Alors, si tout attentat contre autre révolution symbolique à laquelle vous pouvez penser, c'est 68. Tout à l'heure j'ai parlé du tutoiement, on ne tutoie pas Dieu, c'est une idée qui vient après 68 où les étudiants tutoyaient les professeurs. Donc l'intuition conservatrice, retrouve une vérité sociologique profonde qu'il y a une affinité entre toutes les hiérarchies. Qui touche à une hiérarchie, touche à toutes les autres, en tout cas pourrait y toucher. Et ces artistes irresponsables, qui bouleversent la hiérarchie du contemporain et de l'ancien, ils pourraient toucher à la hiérarchie du bourgeois et du peuple, etc. Bon. Alors, troisième, ce qui fait que la stratégie de Manet, qui n'est pas complètement inconsciente, parce qu'on sait que Manet était républicain, était très à gauche, etc. Bon, après la Commune, il enverra beaucoup plus tard, 20 ans après, il envoie au Salon, ce qui était une provocation, un portrait de Rochefort, qui avait été un des héros de la Commune, condamné, exilé, etc. Il pouvait vraiment trouver un autre sujet, il voulait vraiment provoquer. Bon. Donc, cette stratégie de collusion de toutes les hiérarchies permet de faire, est une stratégie de coup double, c'est-à-dire on peut faire à la fois un coup contre l'académie et contre la bourgeoisie. Bon. Alors, ensuite, je vais aller jusqu'au bout de ça, puis je m'arrêterai. Toujours dans l'ordre des transgressions du sacré artistique. Transgression en ce qui concerne la composition. Alors ça, c'est assez remarqué, surtout pour des œuvres postérieures ou antérieures, comme les Tuileries. On remarque que, aussi pour des tableaux de tauromachie, que Manet ne sait pas composer. Il ne sait pas composer, il ne connaît pas la perspective. Alors, les gens de bonne foi remarquent que Manet a fait de fortes études, comme on dirait aujourd'hui. Il est passé par la Cagne et l'école normale de peinture, l'atelier de couture, on ne faisait pas mieux. C'était tout à fait académique et même un petit peu subversif. Donc, on ne pouvait pas faire mieux, comme l'école normale. Donc, on ne peut pas lui reprocher d'être ignare, donc il fait exprès, parce que c'est l'éternel problème. Alors, la composition, il ne connaît pas la perspective, et je pense que cette objection, à cette objection, il ne connaît pas la perspective, on peut répondre par le fait qu'il a fait de fortes études, mais il peut avoir fait de fortes études sans rien apprendre, mais il y a une réponse dans le tableau même, qui est la nature morte que vous avez sur le coin à gauche, du tableau, qui est un chef-d'œuvre de composition, avec du modelé, avec tout ce que peut demander l'Académie, comme si Manet avait mis dans un coin un signe de son excellence. Bon. Moi, par exemple, je peux vous dire l'équivalent, parfois je cite des phrases latines pour rappeler que je pourrais si je voulais. Voilà. Alors, donc, je ne sais pas pourquoi je me suis mêlé dans cette affaire. Donc, la perspective, la composition, il compose mal, il abandonne la perspective centrée, ça serait long, je reviendrai. Non, ça serait trop long. Bon, en fait, là encore, il substitue à une mise en perspective qui est nécessairement hiérarchique
plus c'est loin, plus c'est petit, etc. C'est encore le grand, le petit. Enfin bon, dit comme ça, c'est un petit peu un peu simpliste. Il substitue à une représentation hiérarchique, une représentation qu'on écrira comme plate. Par exemple, Courbet, qui n'aimait pas beaucoup Manet, et réciproquement, on dirait que c'est une dame de jeu de cartes, toute plate. Alors, toute une série de choses techniques qui sont dans ce tableau. La lumière frontale, ça a été beaucoup remarqué par les critiques, qui produit des aplats, qui fait disparaître le modelé, qui produit un effet de réalisme, qui abolit l'idéalisation, l'irréalisation qu'opère la technique, et la distanciation. Alors, par exemple, dans les scènes de nus, enfin, qu'on trouve chez Baudry, chez Bougreau, chez Cabanel, etc., il y a des tas de nus, même un peu salaces, mais ces nus sont toujours euphémisés par la distanciation historique, c'est toujours des Freinet, des Vénus, etc. Bon, mais aussi par la technique qui produit un effet d'euphémisation, et non pas ce réalisme brutal de l'Olympia qui a l'air vrai, quoi, pour les choses, qui a l'air vrai étant donné les canons d'une certaine époque. Et donc cet effet de réalisme fait penser que c'est un pique-nique à Asnières, voilà, un pique-nique à Asnières. Alors on dit si c'est un pique-nique à Asnières, bon, on reconnaît les trucs, c'est vraiment pourquoi c'est le modèle, si c'est le modèle pourquoi elle est nue quand elle pose, là elle pose pas, c'est qu'il se passe des choses, etc. Bon, or, il se trouve en plus que Manet a dit beaucoup plus tard, au nom de l'inventaire de ses œuvres, il a appelé ce tableau la partie carrée. Pour ceux qui savent, donc il avait des arrière-pensées aussi. Cela dit, la frontalité, la lumière frontale, etc., produit un effet de formalisme, paradoxalement. Et alors, bon, ça c'est une alternative, je crois, de la tradition historique qui est tout à fait funeste, alternative au réalisme, formalisme. Il se trouve que Manet, mais c'est vrai aussi de Flaubert, et tout ce qu'il y a de plus réaliste et tout ce qu'il y a de plus formaliste à la fois. Le formalisme, c'est par exemple Zola, pour défendre Manet, a invoqué les arguments de peinture pure, forme, couleur, juxtaposées, des taches juxtaposées. Vous regardez ça, les choses sont composées pour les raisons uniquement d'effets plastiques, et non pas du tout pour communiquer du sens. Alors, composer, c'est peinture pure, c'est-à-dire à tous les sens du terme, ça veut dire désexualiser. Et ce qui est opposé, on peut dire, ce que Manet oppose au regard vulgaire du public, c'est le regard pur des ateliers. Il y a une anecdote dans Manette Salomon qui est un extraordinaire document. On dit que les Goncourt avaient pris en sténo les discussions d'atelier. C'est beaucoup plus bon. Dans Manette Salomon, il y a une anecdote sur laquelle une des modèle était en train de poser devant 50 étudiants masculins, barbus, etc., tout à fait décontractés, et puis tout d'un coup elle voit un type sur un toit, et aussitôt elle se couvre précipitamment. Voilà. Alors, c'était une anecdote intéressante qui veut dire qu'il y a une opposition entre le regard pur, le regard esthétique, qui est un regard désexualisé, neutralisé, et le regard sexuel. Alors, que fait le Manet? Il rappelle au brave public, enfin, qu'il vient voir des Cabanel pour des raisons un peu ambiguës, etc. Bon, il rappelle la coupure entre l'artiste et le profane, l'artiste qui est pur. Alors, si vous vous rappelez des analyses que j'ai faites dans les règles de l'art, l'époque dans laquelle tout ça se passe, est l'époque où, selon moi, selon Flaubert, s'invente l'opposition art pur et amour pur, art vénal et amour vénal. Et là, ce qui se rappelle, c'est bon. Alors, très vite, j'ai une transgression du sacré esthétique et transgression du sacré sexuel. Alors je vais le faire très vite, je reviendrai là-dessus. Manet cumule comme un plaisir tous les indices de la bassesse, donc du point de vue esthétique, bassesse du genre, paysage et scène de genre, c'est le plus bas, pastiche de portrait, c'est tout à fait bon, et situation
situation un peu scabreuse, virtuellement scabreuse. Alors, comment dire ça vite? En gros, ce qui est virtuellement transgressé dans ce tableau, en tout cas que la lecture contemporaine a perçu, c'est l'opposition entre le haut et le bas au sens social du terme, et le masculin et le féminin. Au fond, ce qui est perçu comme scandaleux, c'est la rencontre entre des collégiens, c'est un mot qui est constamment employé, ou des étudiants, et des grisettes, des lorettes, c'est-à-dire des femmes du peuple entretenues et porteuses de menaces pour la reproduction biologique, c'est les maladies vénériennes, et la reproduction sociale, c'est les mésalliances. Ces femmes effrontées, enfin bon, on a beaucoup insisté sur le regard de ces modèles, ce qui est un problème. Par exemple, un des critiques, pour parler de l'Olympia, dit Manette, très intéressant. Or, Manette Salomon, c'est le roman des Goncourt. Manette Salomon, c'est l'histoire d'une femme modèle juive qui fait la perte de l'artiste qui tombe amoureux d'elle. Et l'œuvre, c'est l'histoire, Zola, c'est l'inconscient des écrivains très intéressant, c'est l'histoire d'un artiste qui un soir accueille une jeune femme dans une embrasure de porte, il pleut à torrent, etc., belle description de Paris, va bon, puis il l'emmène dans son studio, puis elle repart, puis elle revient, et puis elle devient peu à peu sa maîtresse, et puis son modèle. Et l'interrogation permanente, c'est est-ce que ma puissance créatrice ne se perd pas à travers la perte de la puissance sexuelle. Et la femme, donc, est menaçante, enfin, en tant qu'elle menace l'ordre symbolique et la hiérarchie des genres sexuels, hein, et elle menace aussi l'ordre social à travers les menaces qu'elle fait peser sur la reproduction. Voilà. Et sur l'habitat. Alors, dernière chose, pour faire un tout petit peu, on pourrait dire c'est le troisième niveau de censure qui permettrait peut-être de passer à Manet, quoi qu'on sache très très peu sur lui. Il est d'une extrême discrétion, et ce que racontent ses amis comme Proust, etc., mais n'est pas très fiable, unanimement, je ne suis pas expert. Il y a dans cette affaire un roman familial. On sait que la famille de Manet est une famille un peu bizarre, contrairement à ce qu'on dit. Le père de Manet, qu'on présente toujours comme un magistrat tout à fait intègre, etc., pourrait avoir été le père de cet enfant mystérieux qui s'appelle Léon Coëllat, souvent représenté dans les tableaux de Manet et présenté comme un fils de Manet. Alors on ne sait pas s'il a été reconnu pour couvrir l'honneur du père, magistrat, etc. etc. Et dans le tableau, il y a le frère de Manet, les deux frères de Manet qui ont posé successivement, et puis à droite et à gauche le beau-frère potentiel de Manet, dont j'ai oublié le nom, alors on peut invoquer le fait que les gens de la famille, pour un jeune peintre, posaient gratuitement. Donc, il y a des raisons donc économiques au fait de prendre les gens de la famille. Cela dit, il y a des tas de signes du fait que Manet était à la fois très famille, comme on dirait aujourd'hui, enfin bon, il a le portrait de ses parents, enfin, et en même temps, il y a une sorte de dualité qui est d'ailleurs dans ce tableau sous la forme de la modèle favorite, enfin, qui serait la même que pour l'Olympia et toute une série de tableaux, hein, la modèle favorite qui fait partie en quelque sorte de la famille de l'artiste, et puis la famille socialement réelle de l'artiste. Voilà. Bon, il y a une sorte de dualité qui renverrait à des contradictions peut-être assez profondes de l'habitus de Manet, contradictions qui ont souvent été remarquées entre ces dispositions radicalement subversives et en même temps assez conformistes sous beaucoup de rapports. Voilà. Je m'arrête là.